Lorsqu'on a une thyroïde qui est sous-active, on peut se retrouver avec de la constipation. Et le problème, c'est que lorsqu'on a de la constipation, on peut avoir, et notamment de la constipation chronique, on peut se retrouver à avoir un, un déséquilibre en fait du microbiote intestinal et tout cela, ça peut créer un état inflammatoire dans le corps. A contrario, lorsqu'on se retrouve en hyperthyroïdie et qu'on a des diarrhées, eh bien dans ce cas-là, on a aussi des malabsorptions intestinales. Et le problème, c'est que quand on a de la malabsorption intestinale, cela peut entraîner des carences nutritionnelles. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour Anaïs, merci de me rejoindre sur Parlons Digestion et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, mais tu es praticienne naturopathe et certifiée en santé intégrative. Tu as aussi une spécialité en psychogénéalogie, en yoga, en endobiogénie. Donc tu as pas mal de cordes à ton arc. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaîtraient pas, voilà, pour nous raconter un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup Cécile encore une fois pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager un peu plus sur la thyroïde durant ton podcast. Donc pour me présenter, je m'appelle Anaïs Damour, je suis praticienne naturopathe et en santé intégrative, comme tu viens de le dire. J'ai une spécialisation dans les problématiques hormonales féminines et notamment les problématiques de la thyroïde, mais également les maladies auto-immunes. Et lorsqu'on développera un peu plus cet épisode de podcast, vous comprendrez le lien entre la thyroïde et les maladies auto-immunes. J'ai, comme tu l'as précisé, plusieurs spécialisations. Dans mon approche de la santé, le plus important, c'est de venir réguler son système nerveux, mais aussi de soutenir sa santé intestinale et je le fais par plusieurs moyens, autant à travers la naturopathie, la santé intégrative, le yoga et aussi la psychogénéalogie, qui est l'analyse des transmissions transgénérationnelles qu'on peut recevoir de ses ancêtres. Super, hyper intéressant et effectivement, tu abordes ça vraiment de manière, globale et intégrative pour le coup. Donc évidemment, dans ce podcast aujourd'hui, on va parler thyroïde et on va voir, comme tu l'as dit, quel est le lien avec la digestion, puisque bon, voilà, parlons digestion, c'est avant tout un sujet de digestion, mais on va voir qu'il y a un lien très fort entre les 2. Et avant de commencer, avant de se jeter dans le vif du sujet, est-ce que, je peux te poser la question que je pose à tous mes invités avant de commencer? C'est, quel est l'aliment qui est pour toi un peu ton alicament, c'est-à-dire ton médicament naturel, qui t'aide à prendre soin de ta digestion ou alors à défaut de ta santé, globale, physique, psychique? Alors, j'aime bien, j'ai pas un aliment, OK. phare, on va dire, mais j'ai plusieurs aliments et j'aime bien dire souvent qu'en naturopathie, c'est facile de tricher pour prendre soin de sa santé et Mmh. donc tu vas comprendre quand je vais t'expliquer les aliments que j'utilise. J'adore le tartare d'algues. Je Mmh. trouve qu'inclure l'algue à son alimentation, c'est simple. On peut, notamment avec des tartares, on peut les mettre, par exemple, sur du pain sans gluten. On peut les mettre, dans notre assiette comme condiment. Mais aussi j'adore les graines germées qui sont riches en nutriments. C'est vraiment une bombe nutritionnelle à intégrer à sa santé et c'est facile à faire. On peut en mettre dans, son petit déjeuner le matin, dans ses soupes, mais aussi les noix du Brésil. Et en fait, tous ces aliments-là, ils sont importants pour la thyroïde. Dans les algues, on va avoir de l'iode. Dans les graines germées, on va avoir plein de vitamines et plein de minéraux. Et dans les noix du Brésil, on va avoir du sélénium. Et donc, la thyroïde, elle a besoin de cofacteurs pour fonctionner correctement. Et Mmh. j'aime bien utiliser ces supers aliments parce que je quand je fais des consultations ou même pour moi, je me rends compte que c'est très facile à intégrer, en fait, à son alimentation, à avoir dans ses placards ou dans son frigo. On a juste besoin de les prendre et de les rajouter à chaque repas. Ouais, j'adore. J'adore le tartare d'algues aussi. C'est vraiment un moyen de ramener de l'iode parce que souvent on voit bien qu'il y a des carences, en iode dans la majorité de la population et Mmh. même chez les personnes qui peuvent vivre à côté de la mer, hein. Bon, parfois on se dit: Mmh. «Bah, c'est les personnes qui habitent, en campagne,
loin de la mer, mais non, en fait, il y a des carences aussi, chez les personnes qui habitent proches de la mer et c'est tellement important pour la thyroïde, mais pas que, ça a aussi un côté, anti-inflammatoire et cetera. Enfin, on en parlera certainement et Ouais. du coup, le tartare d'algues, c'est génial et moi, j'aime bien effectivement le manger, sur, du pain, tartiné, peut-être même avec un œuf à la coque, par exemple, faire un peu comme une mouillette. Voilà. Trop simple. Donc, si vous connaissez pas encore le tartare d'algues, vraiment, je vous invite à tester. Donc super, merci pour ces super aliments qui sont effectivement, bah, ça nous rappelle que l'alimentation, elle est là en premier lieu pour, nourrir notre corps. Mmh. Donc c'est pas Complètement. des voilà, tu disais: «C'est facile de tricher pour prendre soin de sa santé». Effectivement, c'est le cas. On est censé, manger, tous les nutriments dont on a besoin par les aliments. Mmh, Donc mmh. super, j'adore tes alicaments. Est-ce que, donc pour commencer, pour, vraiment parler du sujet de la thyroïde, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment les troubles, comment la thyroïde est en lien avec la digestion? Les personnes qui nous écoutent ici, qui ont l'habitude qu'on parle de sujets plutôt autour de la digestion, se disent: «Bah, OK, mais en quoi ça me concerne la thyroïde?» Déjà peut-être qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne sait pas peut-être ce que c'est, quelle fonction ça a, où c'est placé dans le corps et puis ensuite, voilà, quel lien ça fait, avec la digestion? Donc je t'ai fait pas mal de questions en une, mais je te laisse C'était très développer. oui, c'est une question qui est importante et qui est intéressante, d'autant plus que les personnes qui vivent avec des problématiques de la thyroïde sont souvent, sous-diagnostiquées et donc je vais vous expliquer, du coup, ce que c'est concrètement, à quoi ça sert et puis je vous dirai aussi, pour celles qui se poseraient éventuellement des questions, les choses à faire, pour, avoir enfin un diagnostic en cas de déséquilibre de la thyroïde. Alors, par rapport à la thyroïde, qu'est-ce que c'est? Donc la thyroïde, c'est une petite, glande endocrine qui est située à la base du cou et qui va produire des hormones, donc la T4, la thyroxine et la T3, la triiodothyronine, mais aussi la calcitonine, qui sont des hormones indispensables pour que le corps puisse, fonctionner correctement, mais notamment le métabolisme. Et donc le métabolisme, c'est vraiment un mécanisme physiologique qui est naturel, qui nous permet d'être en vie. Donc, c'est quand même une petite glande qui est située à la base du cou, mais qui finalement a un impact énorme dans le corps. Et le problème, c'est que certaines personnes, elles peuvent se retrouver à avoir des déséquilibres de la thyroïde, soit parce que la thyroïde est un peu fatiguée, ou alors justement elle va être suractive. Donc pour les personnes qui ont une glande qui est suractive, on va parler d'hyperthyroïdie. Et donc ce qu'il va se passer, c'est qu'on va avoir un métabolisme qui est accéléré, et donc rencontrer des problématiques où le métabolisme est accéléré. Donc par exemple, des problématiques de diarrhée, de la nervosité, de l'agitation, des problématiques, de sommeil parce que justement on a des pensées obsessionnelles. Voilà, donc tout ce qui amène à se dire: «OK, mon métabolisme, il fonctionne beaucoup trop vite». Mmh. Ensuite, on a, l'hypothyroïdie. Donc c'est vraiment le contraire, c'est lorsque la thyroïde, elle est fatiguée, elle est sous-active et donc on produit moins d'hormones thyroïdiennes et donc là, le métabolisme est ralenti et donc on peut se retrouver avec des problématiques du type constipation, mais également, de la déprime, de la prise de poids, de la difficulté à, réguler en fait la température du corps et donc se retrouver plutôt en frilosité. Je l'ai pas précisé pour l'hyperthyroïdie, ce sera plutôt, de la tendance à avoir de la chaleur dans le corps. Donc vous voyez en fait, c'est une glande qui gère beaucoup de choses. Autant, finalement la digestion que, le sommeil, les fonctions cognitives, donc la mémoire et cetera. En réalité, les problématiques de la thyroïde, elles peuvent venir de plusieurs, causes. Donc on peut avoir, de l'inflammation, on peut avoir un terrain auto-immun aussi, donc lorsqu'on a une maladie auto-immune, mais également, finalement juste un déséquilibre, hormonal, qui va amener la thyroïde à être déséquilibrée. Ça peut aussi être lié à un stress. Je vous le dis assez globalement, mais en réalité, il y a plusieurs, sous-catégories. Il faut vraiment aller faire un travail en profondeur pour comprendre les causes profondes. Mais pour en revenir à la digestion, parce que c'est ce qui nous intéresse, lorsqu'on a une thyroïde qui est sous-active, on peut se retrouver avec de la constipation. Et le problème, c'est que lorsqu'on a de la constipation, on peut avoir, et notamment de la constipation chronique, on peut se retrouver à avoir un un déséquilibre en fait du microbiote intestinal et tout cela, ça peut créer un état inflammatoire dans le corps.
À contrario, lorsqu'on se retrouve en hyperthyroïdie et qu'on a des diarrhées, eh bien, dans ce cas-là, on a aussi des malabsorptions intestinales et le problème, c'est que quand on a de la malabsorption intestinale, cela peut entraîner des carences nutritionnelles et cela peut amener finalement le corps à ne pas fonctionner de manière optimale, non pas uniquement qu'avec la thyroïde, mais tout le reste du corps. J'ai parlé de Hyper clair. l'inflammation, j'ai parlé des maladies auto-immunes et c'est important de le préciser aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de sous-catégories, c'est que c'est pas que, c'est il y a pas qu'une seule réponse, à ce qui peut amener à un déséquilibre. Les problématiques de la thyroïde, à 90, elles sont causées par un terrain auto-immun, autant pour l'hypothyroïdie que pour l'hyperthyroïdie. Donc ça peut être la thyroïdite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde qui va amener à de l'hypothyroïdie, pour, schématiser simplement et la maladie de base d'eau pour l'hyperthyroïdie qui, encore une fois, comme cause, c'est le terrain auto-immun. Et dans le terrain auto-immun, lorsqu'il y a de l'inflammation, la cause principale, c'est l'hyperperméabilité intestinale et donc c'est la cause, de problématiques finalement qui nous vient de notre santé intestinale. Mmh. Oui, donc là, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, on peut avoir donc la thyroïde, c'est un peu comme le mécanisme de frein ou d'accélération du corps et Tout à fait. on peut avoir, soit un ralentissement, donc ça va avoir des retentissements finalement sur tout le corps, y compris la digestion, donc c'est là que ça influence le système digestif et à l'inverse, si Mmh. c'est trop rapide, bah, pareil, ça influence aussi la digestion, mais dans l'autre sens avec, voilà, une digestion trop rapide, trop de diarrhée, du coup des malabsorptions qui vont impacter encore une fois à la thyroïde et puis les autres organes et Mmh. OK, donc super clair et tu parlais aussi là, tu as commencé à aborder le sujet de l'auto-immunité. Exactement. Est-ce que toi, dans ta pratique, donc tu vas nous en parler, toi tu accompagnes aussi, hein, en individuel les personnes qui ont des dérèglements hormonaux, de la thyroïde, et autres, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Je fais des consultations, pour, vraiment spécialisées autour des problématiques de la thyroïde. Mais, j'accompagne en réalité plus sur la partie prévention santé, Mmh. donc via de la création de contenu, donc je fais un peu moins aujourd'hui, mais surtout via le développement de projets santé. Et puis après, j'ai aussi développé des e-books, pour aider les gens à mieux comprendre parce que j'ai vraiment la conviction qu'en comprenant sa santé, en comprenant son organisme, c'est vraiment la manière principale d'agir, même si c'est important de se faire accompagner, il y a que nous qui pouvons faire cet effort de changer son alimentation, de prendre soin de son hygiène de vie et surtout de se dire: «Ah tiens, mon corps là, il est en train de m'informer qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de mon microbiote. Comment est-ce que j'en prends soin?» Mmh. Oui, hyper important et c'est tout l'objet aussi de ce podcast, Parlons Digestion. C'est vraiment de sensibiliser, de comprendre, ce qui se passe. Quand je sais pas si tu as ça aussi dans ta pratique, mais moi je vois tellement de p souvent des personnes qui, en fait, ont des déséquilibres de santé, mais s'en rendent même pas compte parce qu'elles vivent avec, c'est normal pour elles, c'est leur normalité et puis comme elles arrivent à continuer à avancer, elles continuent à avancer. En fait, elles poussent, elles poussent, elles poussent sans essayer forcément sans se dire: «Bah, il y a quelque chose qui va pas, je vais essayer de creuser pour voir ce qui se passe» et cetera. Donc c'est vrai que sensibiliser, c'est hyper important par tous les projets que tu crées, qui sont géniaux et en fait, ça permet aux gens de se dire aussi: «Bah, ah oui, c'est vrai que là, elle est en train de me dire que ça, c'est pas normal, alors que moi, je pensais que c'était normal depuis le début» et ça Mmh. permet ensuite d'aller voir ce qui se passe et de rééquilibrer le terrain. Donc ça, c'est primordial pour moi. La sensibilisation, c'est, voilà, la base, comme Mmh. tu disais et je me demandais, est-ce que tu nous as dit que, finalement, dans ta pratique, tu voyais beaucoup, ou pas que dans ta pratique d'ailleurs, mais tu voyais beaucoup de personnes avec des déséquilibres thyroïdiens qui finalement avaient, un terrain auto-humain. Donc il y avait une auto-immunité autour du déséquilibre, hein, de la thyroïde, c'est ça? Tout à OK. fait. Donc on va peut-être parler, un peu plus, de l'auto-immunité, après, pour ceux qui se demandent pareil ce que c'est, je ne sais pas, quel est le lien avec ça et cetera. Et en tout cas, en premier, est-ce que, avant d'aborder ce sujet-là de l'auto-immunité, Hem, quels pourraient être les signes? Alors là, tu nous en as dit pas mal, hein, des signes de la thyroïde qui pourrait être accélérée ou ralentie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres signes qui vraiment pourraient mettre la puce à l'oreille, des personnes qui écoutent et qui se disent: «Bah, moi, je sais pas trop au niveau de ma thyroïde, est-ce qu'elle fonctionne bien? J'en sais rien». Est-ce que tu as d'autres signes vraiment, typiques où on se dit: «Bon, là, OK, faut vraiment que je regarde, de plus près ce qui se passe»? Mmh. Alors, oui, il existe plusieurs signes. Alors moi, j'aime bien faire la différence entre les signes et les symptômes. Mmh mh. À savoir que, les symptômes, c'est vraiment ce qu'on va ressentir à l'intérieur de son corps
et les signes, c'est des choses qu'on va pouvoir observer. Et je partage beaucoup autour de l'observation de sa langue, autour de l'observation de son corps, parce que quand on arrive à observer des choses très simples du type: «Tiens, je suis un peu gonflée en ce moment, Mmh mh. bon, bah, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire?» Donc pour l'hypothyroïdie, lorsqu'on a un organisme, un métabolisme qui est ralenti, cela peut être, de la fatigue constante, de la fatigue extrême, un brouillard mental, des pertes de mémoire du type: «Je ne me souviens pas de ce que je viens de faire il y a 10 minutes». Mmh. Non, non, ça, quand ça arrive, alors ça peut être lié à une problématique de la thyroïde ou autre, mais ce genre de problématique, quand ça arrive, il faut pas s'y habituer et c'est vrai, hein, tu l'as souligné, on a Mmh. beaucoup de gens en consultation, mais moi la première, hein, quand j'ai déclenché, parce que je l'ai pas précisé, j'ai déclenché une maladie auto-immune, de la qui est la thyroïdite d'Hashimoto. Moi la première, quand j'ai retrouvé recommencé à retrouver l'équilibre, je me suis dit: «Ah mais c'est ça en fait, d'avoir un corps qui fonctionne bien, c'est Oui, ça!» j'ai eu la même chose avec la digestion, hein. C'est pareil, au bout de voilà, quand j'ai vraiment eu des problèmes digestifs et que j'ai retrouvé un équilibre qui était même mieux qu'avant, je me suis dit: «Ah OK, en fait, c'est ça». C'est qu'on s'habitue effectivement. Oui. Donc les pertes de mémoire, non, ce n'est pas normal. Le brouillard mental non plus, ce n'est pas normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Donc ça, c'est quand même, j'aime bien toujours parler du positif avant de parler, entre guillemets «du négatif», Mmh parce mh. que c'est important aussi de dire qu'on n'est pas, entre guillemets «condamné». On peut retrouver on peut avoir un retour à la santé. Ensuite, on a la prise de poids. Donc ça va être les personnes qui, par exemple, vont, pas manger beaucoup ou, se lancer dans des régimes et se dire: «Je fais beaucoup de sport, je mange pas beaucoup et par contre, je fais que de prendre du poids. Je ne comprends pas ce qui se passe». Ça peut être aussi, des voilà, des baisses d'énergie, des problématiques de la libido aussi. On n'a pas du tout de libido, la libido, elle est à plat, de la sécheresse, vaginale pour, rentrer un peu plus dans les détails. Vraiment cet état où on a de l'apathie, où il y a une baisse, une baisse du moral, des changements d'humeur aussi. Tout ça, ça peut être en lien avec l'hypothyroïdie. J'en liste quelques-uns, mais en réalité, il y a plein de signes. Il faut Mmh. vraiment se dire: «J'ai l'impression que mon corps fonctionne au ralenti» et ça peut être un signe qu'il y a une problématique au niveau, de la thyroïde avec une thyroïde sous-active. Ensuite, on a l'hyperthyroïdie. Donc là, tout à l'heure, je précisais que c'était lorsqu'on avait un métabolisme qui est accéléré. Donc dans ces problématiques, j'ai parlé de la nervosité, j'ai parlé, de l'agitation, des pensées obsessionnelles, mais ça peut être aussi de l'anxiété. Cela peut être également, un transit qui est accéléré, d'avoir, des pertes de cheveux, des cheveux cassants, qui est aussi un signe pour l'hypothyroïdie que je n'ai pas précisé. Cela peut être, également, hem qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir aussi les mains qui tremblent. Donc, un signe, très simple, hein, on met les mains, donc là je le fais, pour les gens qui nous regardent, enfin qui nous écoutent, tendre les mains devant soi, et puis se rendre compte qu'en fait les mains elles tremblent en fait. Mmh. Donc ça c'est un signe de l'hyperthyroïdie et il y a un signe aussi qui est très précis de l'hyperthyroïdie dans le cas de la maladie de base d'eau, c'est l'exophtalmie, donc c'est vraiment une protrusion des yeux qui sortent un peu, de leurs orbites. Donc là, c'est un signe clair, d'une maladie de base d'eau et donc on a de l'hyperthyroïdie. OK, super. Merci, c'est hyper clair et comme ça, des personnes qui, ont ces signes-là, peut-être se diront: «OK, il y a peut-être quelque chose au niveau de la thyroïde». Mmh mh. Alors ce qui est difficile aussi, je sais pas si tu partages, cet avis-là ou pas, mais c'est que dans pas mal de signes que tu as ou symptômes que tu as, évoqués, il y en a beaucoup qui peuvent être aussi en lien, par exemple, avec un manque de cortisol, ou Mmh. avec un excès de cortisol, donc en tout cas avec une, dérégulation au niveau du cortisol et des surrénales. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu plus du lien, entre surrénal ou stress excessif et thyroïde? Je sais pas si c'est oui? Oui, oui, c'est Si c'est intéressant pertinent parce pour que toi? Oui. moi j'aime bien dire que l'un ne va pas sans l'autre. Hem, on voit souvent des cas de burn-out avec ça a été mon cas, des cas de burn-out où après il y a des problématiques au niveau de la thyroïde. Il faut OK. bien se rendre compte que pour les surrénales, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas les glandes surrénales, ce sont des petites glandes endocrines qui sont situées, au-dessus des reins, donc derrière le dos. Ce sont des hormones qui vont, ce sont des glandes qui sont très importantes parce qu'elles vont produire plein d'hormones qui vont, encore une fois, nous permettre, bah, de rester en vie, hein. Toutes les Mmh. hormones nous permettent de rester en vie, mais celles-ci, principalement parce qu'elles nous permettent aussi de réguler une hormone, qu'on appelle le cortisol, donc l'hormone du stress. La problématique qu'on peut rencontrer, c'est que lorsqu'on a un stress chronique, donc
Rappel encore une fois, le stress, c'est un mécanisme naturel et qui est important pour le corps. C'est un mécanisme qui nous permet encore une fois de rester en vie lorsqu'on est face à un danger. Nos glandes surrénales, elles s'activent et elles nous permettent en fait, de nous dire: «OK, déguerpis de là» ou bon, même si c'est en lien avec le système nerveux, mais voilà, il faut que tu puisses, avoir, toutes les choses nécessaires à ton corps pour que tu puisses, heu, rester en vie, affronter le danger, te battre, ou autre. Le problème, c'est que dans la société moderne dans laquelle on vit, le stress, il est devenu chronique. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on vit plus du tout en accord avec, les besoins physiologiques de notre corps. C'est-à-dire que, déjà, on va se réveiller le matin, si on va au bureau, si on prend les transports, on se retrouve avec de la lumière artificielle. Mmh mh. Tout ça, ça peut impacter, en fait, nos hormones et aussi nos glandes surrénales. Mais on a aussi, voilà, les relations dans lesquelles on peut être. On n'est pas fait pour être, entouré d'autant de personnes, dans les transports en commun. On n'est pas fait pour être enfermé dans un bureau pour les gens qui travaillent en bureau, même si que ce soit en bureau ou autre. Ou d'avoir, une personne qui est notre patron, donc généralement, qui vient nous dire: «Alors là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça comme ça» et cetera. Et donc on a des personnes qui peuvent se retrouver justement avec, le cortisol, qui est un peu mis à rude épreuve et jusqu'au moment, en fait, on se retrouve à en produire, en produire, en produire et puis, les glandes surrénales, elles arrivent plus à gérer tout cela et on se retrouve à avoir un effondrement surrénalien et à se retrouver en fatigue, surrénalienne et en état de burn-out. Et le problème, c'est que la thyroïde, elle est impactée parce que, encore une fois, c'est elle qui nous aide à rester en vie, avec via le métabolisme. Donc, lorsqu'on tire trop sur la corde, eh bien, on tire trop aussi sur la thyroïde et elle peut être impactée. Sachant qu'en plus, je l'ai pas précisé, lorsqu'on a une production de cortisol qui est trop importante, cela peut affecter la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc j'en ai pas encore parlé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la thyroxine, donc de la T4 qui est une hormone en fait vraiment réservoir. On produit beaucoup de T4 et cette hormone, elle va nous servir à être convertie en T en triiodothyronine. Donc la T3, c'est une hormone qui va permettre d'assurer ce métabolisme. Donc c'est pas la T4 qui joue ce rôle, c'est la T3. Mais comment est-ce qu'elle le fait? Eh bien dans le foie, une conversion de cette T4 qui est fait en T3. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails avec, la le retrait de l'iode et cetera. Mais en tout cas, c'est important de se dire: «OK, dans mon foie, j'ai cette conversion de T4 en T3 qui se fait et ensuite j'ai cette hormone, du coup, qui est produite pour assurer le métabolisme». Pour en revenir au cortisol, lorsqu'on a une production de cortisol qui est trop élevée, la conversion de la T4 en T3, elle est perturbée. Elle peut aussi amener à une conversion de la T4 en reverse T3. Et oui, on en a une autre qui arrive, la reverse T3 ou la RT3, qui est une forme inactive de la T3. Et donc en fait, tout simplement de se dire: «OK, en fait, mon système hormonal, il est pas du tout équilibré, il est déséquilibré parce que j'ai trop de cortisol, parce que j'ai du stress chronique». Ou alors, parce que j'ai une santé intestinale qui est pauvre, j'ai un foie qui est surchargé, je ne consomme pas assez d'aliments, donc je me retrouve aussi avec un terrain qui est déséquilibré et donc tout cela est perturbé, mon corps est perturbé et je me retrouve avec des symptômes qui sont handicapants à vivre. Mmh Je mh. sais pas si c'est clair parce que j'ai Oui, donné oui. beaucoup d'informations. Alors j'espère c'est bon, je connais le sujet, donc j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde avec les T4, T3, reverse T3, mais non, c'est important parce qu'on va parler, je pense après, aussi de la T4, la T3, donc qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc je pense que c'était très clair et et c'est là qu'on voit que voilà, tu as rendu les choses, accessibles, mais c'est là qu'on voit que c'est assez complexe et que tout est lié et que donc là, on a vu le lien entre thyroïde, et stress, surrénal, cortisol et cetera, la conversion des hormones aussi en fonction de la santé, surrénalienne, du taux de cortisol et cetera. Mais donc tu es aussi, et tu as abordé aussi la digestion, qui est en lien avec tout ça et tu es aussi, il me semble spécialisée dans les hormones, féminines notamment, enfin les hormones sexuelles parce que tout ça finalement c'est des hormones, hein, les hormones thyroïdiennes, le cortisol, tout ça ce sont des hormones. Mais il y a aussi les hormones féminines, sexuelles, bon qui sont pas que féminines d'ailleurs, mais sexuelles, œstrogènes, progestérone, et donc ça impacte l'équilibre, de
de la femme, dans son cycle, ses règles, le tout ce qui est SPM et cetera. Donc il me semble que c'est aussi une de tes spécialités et ça a Mmh. aussi un lien avec tout ça, avec ce que tu viens de citer, avec la thyroïde, avec les surrénales. Donc est-ce que peut-être tu peux en toucher 2 mots pour, les personnes qui auraient aussi un déséquilibre, dans cette sphère-là et pour qu'elles puissent faire un lien et se dire: «Ah OK, ben, en fait, oui, ça a un lien avec le reste». Mmh. Alors, au niveau du cycle menstruel, c'est important de comprendre comment fonctionne ce cycle et donc comment fonctionne notre rythme naturel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement sont complètement déconnectées de ce cycle qui est qui nous indique en fait notre rythme naturel à nous. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon on pourrait en avoir pour des heures, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes qui vivent avec des problématiques de la thyroïde, on se retrouve souvent avec des déséquilibres entre les œstrogènes et la progestérone qui sont des hormones sexuelles féminines qu'on va, produire, tout au long de notre cycle. Donc on peut avoir des signes clairs du corps. Déjà, si on se retrouve avec un syndrome prémenstruel, c'est qu'on a un cycle qui est déséquilibré et donc cela peut affecter la thyroïde. Lorsqu'on a, par exemple, la poitrine, tendue durant ce syndrome prémenstruel, lorsqu'on a des migraines, lorsqu'on a, des menstruations qui sont douloureuses ou à contrario, qui sont très longues, des cycles longs, des cycles courts, eh bien cela veut dire que, il y a un équilibre à venir retrouver à ce niveau-là. Et c'est vrai que, je l'ai pas précisé, mais le cycle, menstruel, certes, c'est un indicateur de notre rythme naturel, mais c'est aussi, on va dire un chemin qui nous aide finalement à soutenir aussi la reproduction et la fertilité. Et en cas de problématique de la thyroïde, il y a beaucoup de femmes, notamment quand il y a une inflammation qui est importante, qui se retrouvent avec ces problématiques-là. Donc il va vraiment falloir venir travailler aussi sur le cycle menstruel pour aussi venir rééquilibrer la thyroïde. Je sais Mmh. pas si c'était clair ou pas? Oui, 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 très clair, c'est parfait, merci. C'est aussi vrai que, par exemple, je vois souvent, moi, des femmes qui ont accouché, qui ont eu une grossesse, qui ont accouché et qui se retrouvent avec des déséquilibres de la thyroïde après ça. Donc il y a Complètement. des changements hormonaux, au niveau des hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone que tu mentionnais, qui vont finalement avoir un retentissement sur la thyroïde. Mmh. Oui, en fait, on appelle ça, pour, le la thyroïdite postpartum. Mmh. Donc, avec des femmes qui justement se retrouvent à déclencher des thyroïdites, hein, donc des maladies avec de l'inflammation de la thyroïde, après avoir accouché et donc, ça peut être transitoire, mais autant comme ça peut amener à déclencher, une thyroïdite d'Hashimoto, donc une maladie auto-immune ou une maladie de base dos et donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire en amont, notamment, via, éviter les carences nutritionnelles. Je pense à l'iode et je l'ai pas précisé, mais l'iode, c'est un élément qui est quand même important autant pour, la santé thyroïdienne et la santé ovarienne pour les femmes, mais aussi pour le développement cérébral du fœtus. Donc pour les femmes, pensez à bien vous supplémenter en iode et à soutenir votre thyroïde durant cette période de vie. Je ne l'ai Mmh. pas précisé aussi et quand je t'entends parler, je me dis que c'est quand même important. Il y a aussi des femmes qui se retrouvent avec de l'endométriose ou un syndrome des ovaires polykystiques. Donc qui sont des troubles liés à des déséquilibres hormonaux, mais il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui se retrouvent à avoir une maladie auto-immune de la thyroïde et cette problématique-là. Et généralement, quand on arrive aussi à travailler sur le cycle menstruel et sur l'inflammation, on arrive à retrouver aussi un équilibre. Et c'est aussi le sujet d'un des projets de santé que je suis en train de développer, de permettre aux femmes de mieux comprendre leur cycle menstruel et de mieux comprendre comment, soutenir en fait ces problématiques de santé. Mmh. Oui, hyper intéressant et c'est vrai que quand il y a eu de l'endométriose, par exemple, on pense pas forcément à, faire le lien avec la thyroïde, aller voir ce qui se passe au niveau de la thyroïde et on n'aborde pas ça de manière, globale. Donc on se concentre Voilà. vraiment sur, sur l'utérus et le en tout cas cette sphère-là, Mmh. et on va pas aller voir ce qu'il y a autour. Donc je trouve que c'est là toute la puissance de cette approche, globale où Ouais. on arrive à oui, à aborder ça avec, tous les systèmes qui sont impliqués. OK, super. Bah, merci pour ça et alors tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours. Tu as dit que toi-même tu avais, eu une mala ou tu as une maladie d'Hashimoto. Je ne sais pas si tu considères, que tu l'as en rémission ou si voilà, elle ne fait plus partie de ta vie. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Tu as mentionné, voilà, le burn-out qui t'a mené à ce déséquilibre de la thyroïde. Mmh mh. Mmh.
Alors, pour répondre à ta question, j'oublie moi que j'ai une thyroïdite d'Hashimoto. J'ai complètement, j'en parle de par mon métier parce que j'accompagne des femmes qui vivent avec des problématiques de la thyroïde, mais en réalité dans mon quotidien, des fois ça m'arrive même de rencontrer des gens qui m'ont connue lorsque j'ai déclenché cette maladie et qui me disent: «Alors, ta santé ça va?» et je me dis: Oui, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais». Et c'est là toute la puissance, c'est que quand on arrive à se remettre au centre, même si c'est pas facile tous les jours et qu'on arrive Mmh. à se connecter à son corps et à être aussi en accord avec son corps, à savoir lever du pied quand il faut lever du pied et à savoir, se dire: «Non mais là en fait je prends pas la bonne direction, c'est pas bon pour moi», ou «Je m'alimente pas comme il faut» ou autre. Eh bien on arrive à retrouver un équilibre et moi je suis très contente, hem, alors je vais pas dire d'avoir déclenché une maladie parce que je trouve que c'est dur et que c'est pas que c'est pas respectueux pour les gens qui vivent avec ces pathologies et qui ont pas toutes les connaissances que j'ai, mais j'ai du mal à me dire qu'on peut être content de Mmh. déclencher une maladie. Par contre, je suis reconnaissante d'avoir eu le parcours que j'ai eu avec cette, problématique de santé, parce qu'elle m'a permis de me remettre au centre et de me dire: «En fait Anaïs, là, il est vraiment temps pour toi de changer et de pas continuer comme ce que tu faisais avant». Mmh. Et c'est vraiment une ligne conductrice et quand on perd l'usage de son corps, parce que ça a été mon cas, en fait, c'est d'autant plus puissant de le retrouver et ça me permet aujourd'hui d'avoir une, je sais pas si c'est une résilience, mais d'avoir une connexion à mon corps où, j'apprécie des choses assez simples de la Mmh. vie. Je Donc, comprends. pour t'en dire un peu plus, sur mon parcours, j'ai déclenché cette maladie auto-immune lorsque j'avais 26 ans. Donc à l'époque, j'habitais en Allemagne, je travaillais en consulting, j'avais un rythme de vie qui était très intense. J'étais tout le temps en déplacement professionnel. Je pensais que je mangeais bien, mais pas du tout. Je ne mangeais pas assez. Je mangeais majoritairement cru, parce que je pensais que bon, bah, les salades, c'est sain, donc c'est OK. Je n'avais pas assez d'apport de protéines et donc toutes ces choses-là, pour moi, j'avais des mauvaises croyances que j'étais dans un mode de vie qui était sain. Manger cru en Allemagne alors que tu es d'origine, réunionnaise, c'est compliqué. Ah non, mais complètement, oui, c'est vrai. Je l'ai pas précisé, mais tout ça aussi, c'est une question de génétique et puis le corps, il a des besoins aussi physiologiques. À l'époque, je n'avais pas connaissance que, le fait de vivre dans un pays froid, j'avais besoin de me supplémenter en vitamine D. Mmh. C'est bête, hein, mais et même si quand je suis à La Réunion, quand je retourne à La Réunion, je continue à me supplémenter en vitamine D, Mmh mh. parce que voilà, enfin, c'est pour moi, c'est mon fonctionnement à moi et ça me réussit plutôt bien donc mais oui, de se connecter à cette partie-là, d'avoir en fait une hygiène de vie qui est adaptée aux besoins de son corps et donc Mmh. mes besoins à moi ne seront pas les mêmes que les tiens, en fait, Oui. ou que la personne ou les personnes qui nous écoutent. Donc voilà, donc j'étais vraiment dans un rythme de vie où j'avais aussi une activité physique qui était intensive parce que pour moi, il fallait faire du sport pour être en bonne santé, sauf qu'en fait, te taper des séances de HIIT, donc de cardio fractionné tous les jours, quand tu manges pas assez, que ton Mmh. sommeil il est de mauvaise qualité, que tu es tout le temps en déplacement, que je faisais peut-être, j'étais à la moitié du temps en déplacement en voiture, en avion, en train, ben en fait, à un moment repose-toi peut-être, Oui. ce serait bien. Donc voilà et puis, j'ai aussi un parcours de vie qui fait que j'ai eu, pas mal, de chocs émotionnels dans ma vie et puis arrivé le choc émotionnel de trop et là mon corps en fait il m'a dit: «Stop», il a lâché complètement, et je pense que ce qu'il a voulu me dire à cette époque-là c'est, «Bon bah, je t'envoie des signes depuis des mois et tu les écoutes pas donc là Mmh. pour ta survie, c'est important que ça se passe comme ça et du coup je vais décider parce que tu n'arrives pas à le faire». Moi je le prends comme ça. Sur le coup, je Mmh. le prenais pas comme ça, hein. Je me disais: «Mais pourquoi tu me fais ça? C'est horrible» parce que j'ai eu beaucoup de souffrance. Donc les symptômes que j'ai expérimentés, c'est vraiment pour vous remettre dans le contexte, c'est que je me suis réveillée un matin, je n'arrivais plus à marcher, à l'âge de 26 ans. Donc je n'arrivais même pas à faire, à me lever pour aller jusqu'à ma cuisine. Prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un pour dire: «Viens m'aider», c'était pas possible. Déjà parce que j'avais pas l'énergie, que ma vision, elle était devenue trouble, que j'avais aussi, des un brouillard mental, j'avais un ralentissement de la fonction cognitive qui était, complet. Je n'arrivais pas à me souvenir de ce que je venais de faire 5 minutes auparavant. Donc c'était très compliqué et en plus de ça, dangereux aussi, hein, pour ma santé Mmh. et surtout, j'avais des douleurs, diffuses dans tout le corps, avec des vagues de chaleur, des vagues de froid, des douleurs digestives, intenses. Je dis souvent cette phrase parce que je trouve que c'est une phrase, qui m'a beaucoup aidée. C'est, «Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester»
et je pense que mon âme, elle avait pas envie de rester dans mon corps parce que je l'avais maltraitée pendant des années. C'était pas forcément que de ma faute, hein, c'est, la vie qui a fait que, il y a eu des choses où je l'ai pas décidé, mais après j'avais quand même une partie de responsabilité par rapport à mon hygiène de vie et aux choix de vie que je faisais. En tout cas, Mmh mh. moi j'avais cette, liberté-là, et il y a des femmes, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont pas forcément dans des pays, différents de cultures différentes, qui ont pas forcément ces libertés-là, mais en tout cas moi j'avais cette liberté-là à l'époque, Mmh. que j'ai pas celle-ci. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il nous arrive ça? Eh bien, on va chez le médecin et donc j'ai été voir des médecins, donc j'ai enchaîné les prises de sang, pendant 5 mois, les rendez-vous médicaux pendant 5 mois, toujours avec mon brouillard mental et mon petit carnet pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour pas oublier des informations que je pourrais, avoir, notées à un moment. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu la chance, au moment où j'ai failli lâcher et je me suis dit: «En fait, tu vas rester comme ça toute ta vie, c'est plus possible». Parce qu'on me disait que c'était dans ma tête et que, bah, oui, bah, à un moment quand tout le monde te dit que c'est dans ta tête, tu crois que c'est dans ta tête, hein. J'ai eu la chance de rencontrer une praticienne incroyable, qui est acupunctrice, et d'ailleurs quand j'ai réussi à retrouver l'équilibre, je suis retournée en Allemagne, je suis allée la voir pour lui dire dans les yeux: «Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'était peut-être que 2 consultations, mais ça m'a sauvé la vie». Et elle était émue en plus. Tu C'était beau m'étonnes. la bou Même moi, je suis émue quand tu le dis, donc ouais, mais c'est que c'est aussi, bah, nous dans nos métiers, c'est aussi Mmh. ce qu'on permet de faire. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour aider les gens finalement à on leur plante des graines et puis ils arrivent à retrouver un équilibre, ou une direction, à prendre, pour eux. Et donc je suis allée voir cette acupunctrice qui m'a enfin, pendant 2 heures, écoutée et qui m'a fait prendre conscience que, je m'alimentais pas assez bien, que le sommeil, c'était important pour la santé, que j'étais stressée, et elle m'avait même dit une phrase, parce qu'à un moment après la consultation, parce que je faisais de l'acupuncture, hein, donc on est fatigué après une séance d'acupuncture. Elle m'avait dit: «Alors qu'est-ce que vous allez faire?» Je dis: «Ah, je suis fatiguée, mais je vais peut-être aller, faire ci, ça et ça». Et elle m'avait dit: «C'est fou, hein, mais les gens comme vous, vous arrivez vraiment pas à vous reposer». Et cette phrase, elle est vraiment restée dans ma tête, où je me suis dit: «C'est vrai, mais pourquoi je me repose pas, en fait, si je suis fatiguée?» et et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire, à inclure des temps de repos aussi dans mon quotidien. Et donc après, je me suis rendu compte que j'avais possiblement un dérèglement hormonal, donc je suis allée voir un endocrinologue qui m'a, posé le diagnostic de la thyroïdite d'Hashimoto. Donc j'ai reçu le diagnostic via une lettre à la poste avec, une posologie de médicaments à prendre. Donc en vrai, voilà, vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, sans m'expliquer ce que c'est, il faut prendre tel médicament à tel dosage et puis ça ira mieux. Donc je me suis dit: «OK, c'est un peu, je vais prendre le médicament parce on prend toujours le médicament qu'un médecin nous recommande, mais je vais quand même retourner voir ce médecin pour essayer de comprendre ce que c'est». Et il a été en incapacité de m'expliquer ce que c'était, la thyroïdite Mmh. d'Hashimoto. Et donc j'ai entrepris ces recherches moi-même. Je suis partie à la recherche avec mon brouillard mental, des causes profondes, en lien avec la l'auto-immunité, avec la thyroïde. Et de là, j'ai mis en place les bons changements, j'ai suivi une alimentation anti-inflammatoire, j'ai inclus les plantes adaptogènes, j'ai, fait une thérapie, j'ai rééquilibré mon système, nerveux, via le corps, via la respiration. Et puis je me suis aussi posé la question, «Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait?» Mmh. Et on y va. Et après j'ai réussi à retrouver l'équilibre et 1 an après, j'ai pu arrêter le traitement et aujourd'hui je vais bien. Super, belle histoire, hyper inspirant. Donc merci de nous l'avoir partagé. Et ça montre que quand surtout quand on est dans sa vingtaine, hein, en général, on a beaucoup d'énergie Mmh. parfois on est aussi, ben, dans notre carrière, dans le développement de notre carrière et en plus la société nous pousse pas tellement à nous écouter. Mmh. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, j'ai une part de responsabilité dans ma façon, de vivre, les choix que j'ai faits et cetera. Mais c'est vrai aussi, effectivement, on est responsable de ces choix-là, mais si on se pose pas tellement la question, si on prend pas un temps pour se poser et se dire: «Bon, est-ce que vraiment ça me convient?» Finalement, si on suit le mouvement, la société nous pousse à faire toujours plus et à être toujours plus dans la rapidité, la productivité, l'efficacité, jusqu'à ce que, bah, finalement notre corps ne tienne plus. Donc en général, on se pose pas forcément de questions tant qu'on arrive à avancer. Et on suit un Complètement. peu ce mouvement-là de la société. Donc, c'est peut-être aussi important de le dire que finalement,
c'est pas parce qu'on fait comme tout le monde et qu'on fait ce qu'on attend de nous, dans la société, qu'on suit le rythme, qu'on a pas des enfants dont on s'occupe, on a un boulot à temps plein qui est hyper, challengeant, qui nous demande beaucoup. On fait beaucoup de déplacements comme c'était ton cas et puis on doit gérer la maison et on a encore des soucis personnels. Peut-être on s'occupe de parents, je sais pas, qui sont malades, et en fait, c'est beaucoup trop pour une seule personne, je pense, au niveau émotionnel, nerveux et ça, c'est admis comme la norme, en fait, dans notre société. C'est Mmh. normal de faire ça, alors que c'est pas tellement physiologique. Exactement. Et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis de La Réunion. Je suis originaire de l'île de La Réunion et c'est vrai que lorsque je retourne à La Réunion, on fonctionne pas du tout pareil. On fonctionne pas Mmh. du tout comme en métropole. C'est-à-dire que déjà on vit plus en communauté. Alors ça c'est ça a ses avantages et ses inconvénients, mais par exemple, quand on a des enfants, et bien, il y a la tata, il y a la tati, il y a la grand-mère, qui peut, aider en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui en métropole, on est plus dans une société qui est individualiste donc encore une fois, il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients. Ce qui fait qu'on compte peut-être un peu moins sur les autres pour nous aider. À La Réunion, on est plus connecté avec les rythmes du soleil, avec, Mmh la mh. nature aussi, on a dans notre jardin alors en France, en métropole, il y a plein de gens qui font ça aussi, hein, mais on va utiliser les aromates du jardin, on va utiliser les plantes du jardin et aussi parce qu'on a une météo qui nous permet de le faire Ouais. et c'est vrai que quand je retourne à La Réunion, je me rends quand même compte que les cas de burn-out, les problématiques que je rencontre le plus dans mes accompagnements, c'est aussi, en lien avec le fonctionnement de la société. Alors il faut s'adapter à la société parce que sinon, bah, on fonctionne pas. Mmh. Mais malheureusement, il faut quand même aussi se poser la question: «Est-ce que quand je fais ce que je fais, je me fais du bien et je m'aime?» Et c'est difficile, hein, de se poser cette question, de l'amour de soi. Bon, on a un peu dévié sur le sujet principal, mais c'est quand même important d'avoir cet axe de réflexion et moi, je me la pose au quotidien cette question: «Est-ce que je m'aime quand je fais ça? Est-ce que je me fais du bien?» Et encore maintenant, il y a des fois, non, c'est pas le cas parce que je ne suis pas parfaite et je reste, qu'une simple humaine, qui, vit son parcours de vie, comme elle doit le vivre. Mmh. Oui et comme tu disais, c'est pas évident, dans de on se pose cette question, mais après il y a aussi le mental qui peut dire: «Non, mais là j'ai pas le choix de toute façon, donc je le fais quand même» et voilà, il y a plein de paramètres, hein, forcément qui entrent en jeu. Mais c'est bien, je trouve, de quand même aborder ce sujet parce qu'effectivement, tu disais, on a un petit peu dévié du sujet de la thyroïde en lien avec la digestion, mais heu, pas tellement que ça, je trouve, parce que c'est une question qui est importante pour notre santé globale, donc à la fois thyroïdienne, à la fois, digestive et on prend pas assez de temps de pause justement pour se poser cette question, donc tant mieux si les personnes qui nous écoutent peuvent se dire: «Bon, bah, OK, je vais peut-être faire un petit bilan quand même et est-ce que j'ai besoin finalement de faire tout ce que je fais aujourd'hui dans ma journée? Est-ce qu'il y a pas un moyen d'alléger un petit peu à certains endroits?» Évidemment, on a des obligations, familiales, professionnelles et cetera, mais est-ce qu'il y a pas moyen à un moment d'alléger un petit peu pour Mmh. se prioriser, pour prendre du temps, pour, ralentir? Mmh. Et puis ça amène quand même à un sujet qui est celui de la régulation du système nerveux. Parce Mmh. que quand on fonctionne sous tension et vous allez voir le lien avec, les troubles digestifs, quand on fonctionne sous tension, on peut, déréguler en fait notre système nerveux autonome, qui est un système, qui fonctionne de manière, comme son nom l'indique, autonome, qui nous permet de digérer, de respirer, d'avoir notre rythme cardiaque, qui fonctionne de manière automatique et Mmh. donc, comme je viens de le dire, de digérer. Et le problème, c'est que lorsque ce système il est dérégulé parce qu'en fait, il est composé de 2 parties. Donc on a la partie parasympathique, le système parasympathique qui s'occupe de la relaxation, de la digestion et on a la partie orthosympathique ou sympathique qui, est en lien avec, la préparation à l'action et le passage à l'action. Et le problème, c'est que lorsqu'on est sous tension et qu'on est trop en orthosympathique, eh bien, on va déséquilibrer le calibrage de nos sécrétions et notamment nos sécrétions intestinales enzymatiques et donc on se retrouve à moins bien digérer et donc à avoir des problématiques, de ballonnement, des problématiques de constipation, de diarrhée et encore une fois de ne pas avoir, notre organisme qui fonctionne, de manière optimale. Mmh. Oui.
Et oui, on peut pas digérer, correctement quand on est, dans ce sympathique ou orthosympathique effectivement, hein. Si on est dans le côté fuite ou combat, on il y a un danger, je perçois un danger, je dois réagir, notre corps, il est pas dans un mode, où il va digérer et prendre le temps, et cetera. Donc c'est très important, comme tu le dis, de faire attention aussi à la régulation de notre système nerveux. Là, tu as mentionné pour la digestion. De quelle manière ça pourrait impacter la thyroïde si on est, trop dans ce sympathique justement? Oui, alors déjà, la thyroïde, elle est en lien avec le système, nerveux autonome. On a parlé du stress tout à l'heure, mais moi j'aime bien dire que les 2 sont quand même, assez en lien. Mais ça peut impacter la thyroïde, lorsque on déclenche une problématique hormonale thyroïdienne ou une maladie auto-immune thyroïdienne suite à un choc émotionnel ou à un traumatisme. Et donc là, le système nerveux, il va vraiment falloir venir le réguler en passant par le corps, en passant par la respiration. Parce qu'en dehors du fait que ça, déséquilibre en fait, voilà la digestion, et autres, donc déjà, ça peut impacter la thyroïde parce que si notre digestion elle est impactée, la thyroïde elle a pas tous les nutriments dont elle a besoin pour fonctionner, correctement et je le préciserai tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué un peu le fonctionnement de la construction des hormones thyroïdiennes, qui est très en lien finalement avec l'alimentation et quand on a des problématiques digestives, ça impacte la thyroïde directement. Mmh. Mais pour en revenir au système nerveux, effectivement, lorsqu'on vit un choc émotionnel, un traumatisme, que ce soit un événement heureux ou un événement, malheureux, parce qu'un mariage, un bébé, un déménagement, autant, excitant que ça puisse être, ça nous amène en désadaptation et donc ça vient déréguler et challenger notre système nerveux. Donc il y a tout intérêt à le soutenir en prévention, mais surtout après lorsqu'on vient de déclencher, cette problématique-là. Mmh. OK. Oui, tu nous parlais justement de l'impact de l'alimentation sur la formation des hormones thyroïdiennes. Est-ce que, voilà, pour qu'on rentre un petit peu dans le concret, que les personnes qui nous écoutent se disent: «Bon, OK, en fait, j'ai identifié que j'avais, peut-être un déséquilibre de la thyroïde, mais peut-être pas que, peut-être hormonal, de manière globale. Peut-être je prends pas assez, de temps pour moi, je suis un peu trop speed, donc j'ai une régulation du système nerveux qui est pas géniale non Mmh. plus». Bon, elles ont identifié le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement au niveau de l'alimentation ou en tout cas, voilà, quels aliments sont vraiment indispensables, au bon fonctionnement de la thyroïde et à la formation des hormones thyroïdiennes dont tu parlais tout à l'heure? Mmh. Alors, je dirais que déjà, c'est important de suivre les conseils que tous les praticiens vont vous donner, donc d'avoir des alimentations qui sont colorées car elles sont riches en antioxydants, d'avoir des assiettes qui sont bien composées de protéines, de fibres, avec des aliments le plus brut possible et le plus bio ou alors local possible. Bon, ça, on est sur des conseils, assez, généraux qu'on entend beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à comprendre le pourquoi, on se dit: «OK, maintenant je Mmh. peux y aller». Oui, c'est important de comprendre pour le mettre en place. Complètement. Oui, oui, oui et puis moi je le vois bien, hein, il y a des gens qui me disent: «OK, en fait, maintenant que j'ai compris pourquoi il fallait que j'inclue, des oméga 3 à mon alimentation, je mange bien mes, sardines, toutes les semaines», par exemple. Mmh. Ça, c'est génial parce qu'on a réussi à comprendre pourquoi. Pour en revenir en fait, à l'importance de l'alimentation pour la thyroïde. Déjà, c'est important de comprendre que la thyroïde, elle produit des hormones thyroïdiennes, mais qu'elles doivent bien être construites ces hormones et elles ne viennent pas de nulle part. Elles nous viennent de 2 éléments importants. Elles nous viennent de l'iode, qu'on va retrouver dans les produits de la mer, donc les crustacés, les poissons, les algues aussi, mais également de la tyrosine. La tyrosine qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans les protéines, notamment animales. Donc c'est important du coup de composer ces assiettes de protéines, mais aussi d'inclure à son alimentation des protéines qui peuvent être, d'origine, marine ou alors si on n'aime pas du tout les produits de la mer de se supplémenter. Mais bon, il faut quand même faire attention parce que, selon les problématiques qu'on a, il faut faire attention, je vais vous expliquer. Donc déjà, composer ces assiettes, avec, des protéines, et des aliments qui sont riches en iode. Ça fonctionne quand on est en hypothyroïdie, donc quand on a la glande qui est sous-active et ça fonctionne aussi quand on a une thyroïdite d'Hashimoto. Par contre, lorsqu'on est en hyperthyroïdie, on va justement vouloir ralentir la construction de ces hormones qui sont faites en excès. Donc on va plutôt enlever l'iode de son alimentation et plutôt consommer des aliments qu'on va dire goitrogènes. Donc qu'est-ce que c'est les aliments goitrogènes? Les aliments goitrogènes, ce sont des aliments du type crucifères, manioc, patates douces qui ont cette spécificité de pouvoir,
ralentir en fait l'absorption de l'iode sur la thyroïde et donc de ralentir la construction des hormones thyroïdiennes. Donc lorsqu'on est en hyperthyroïdie, que ce soit une maladie de base d'eau ou autre, on peut inclure en fait, ces aliments-là. À savoir que les aliments goitrogènes, lorsqu'ils sont cuits ou fermentés, ils ont cet, effet goitrogène qui sont moindres. Donc lorsqu'on est en hypothyroïdie, si on cuit ses brocolis, on est OK. Tant qu'on mange pas des brocolis crus tous les matins lors de son déjeuner, on est OK. Donc là, c'est vraiment pour rentrer en détail par rapport aux hormones thyroïdiennes, mais en réalité, c'est un peu plus vaste. Lorsqu'il y a de l'inflammation, et c'est le cas des problématiques thyroïdiennes en réalité, on va s'orienter vers une alimentation anti-inflammatoire et donc une alimentation le plus brute possible avec, par exemple, on peut inclure, des protéines, du type, des œufs, des poissons, des viandes aussi. Je sais que certains, naturopathes, font la chasse à la viande. Moi, je ne suis fais Mmh. pas partie de cette équipe. Les protéines animales, elles sont importantes pour le corps et c'est une mauvaise croyance de se dire que la viande, est mauvaise pour la santé. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est la qualité de la viande qu'on va utiliser. C'est sûr que si on utilise une viande, qui a été élevée, en élevage intensif, et qui avec un animal qui est traumatisé, non, ce sera pas bon. Par contre, si on est plutôt sur des viandes, avec, voilà, des animaux qui ont été élevés en plein air, où il y a tout un pas un rituel, mais il y a un respect, en fait, de l'animal et on le traite décemment, et bien là, dans ce cas-là, ce seront des viandes qui seront de bonne qualité pour son organisme. Et qu'est-ce qu'on mange avec? Si c'est sûr que si on met des frites avec sa viande, bon, bah, oui, c'est problématique. Si on met des très bons légumes, bio, avec une viande de qualité, on n'a plus du tout le même effet. Mais complètement, complètement et c'est drôle parce que ce week-end, j'ai organisé une retraite, de yoga, et naturo anti-inflammatoire. Donc j'ai cuisiné pour, les personnes de la retraite et je leur ai montré comment on pouvait inclure des aliments, anti-inflammatoires très facilement et je leur ai expliqué pourquoi. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a très bien mangé tout le week-end et il y a plein de personnes qui m'ont dit: «C'est marrant, mais j'ai bien mangé, mais je me rends compte que je suis vraiment bien remplie», alors qu'en soi, j'avais la mauvaise croyance de croire que parce que je mange des légumes, je vais pas être calée, Mmh. alors qu'en fait, pas du tout et justement parce qu'aussi on prend le temps de mastiquer, parce qu'on va commencer avec des crudités, voilà. Bon ça c'est ta spécialité, tu en parles beaucoup, mais il faut vraiment se dire que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous nourrit, de l'intérieur de par, ce qu'on met dans le corps, mais aussi de la manière dont on le mange et donc de la manière dont on va composer ses assiettes, qu'on apporte de la viande, qu'on apporte des légumes de bonne qualité, qu'on apporte des huiles aussi de bonne qualité, parce qu'on oublie souvent les lipides, mais ils sont tout aussi importants et notamment pour la santé hormonale, féminine, mais aussi, pour les hommes, hein et aussi, lorsqu'on a des problématiques de la thyroïde, notamment des maladies auto-immunes, on va souvent parler d'arrêter le gluten, d'arrêter les Mmh produits mh. laitiers, d'avoir des régimes plutôt d'éviction. Oui, c'est important pour réduire l'inflammation, mais avant d'enlever, on rajoute. Moi, je préfère quelqu'un qui mange, sa tartine avec du tartare d'algues dessus, plutôt qui mange, sa tartine, de pain baguette, avec, du Nutella dessus. Mmh. Oui, on doublera pas les effets que si on prend son pain, avec un pain, bio, de sarrasin, mais en attendant, avant d'enlever, on rajoute parce qu'on vient déjà combler les carences et puis d en comblant les carences, on retrouvera déjà quand même un peu plus d'énergie et puis le plus important, c'est d'y aller pas à pas. On n'est pas aujourd'hui tous formés à l'alimentation et on n'a pas non plus tous eu la chance d'avoir une éducation de sa famille, de ses parents, parce qu'en fait, on apprend juste pas ça à l'école. Oui et c'est vrai que c'est très important de le rappeler aussi que c'est pas juste, de donner une prescription un peu comme tu l'as reçue par la poste après le diagnostic, de la part du médecin. Bon, c'est pas leur rôle et ils ont pas le temps et cetera, donc il a fait son travail, très bien. Mais je veux dire, quand on donne, des recommandations de changement alimentaire, on peut pas juste donner une liste comme ça et dire: «Bah, voilà, vous débrouillez, vous changez tout ça tout seul». Comme tu dis, c'est pas à pas, il faut apprendre, il faut changer les habitudes dans le quotidien, c'est ça le plus difficile, en fait. Et donc c'est Mmh. vraiment bien de ramener de la diversité avant d'enlever. Aussi parce que, on évite de cette manière, on évite au maximum de tomber dans des troubles du comportement alimentaire, dans de l'orthorexie, dans le fait de manger, très peu finalement, d'enlever beaucoup trop et de plus avoir assez de calories, plus assez d'énergie, de se retrouver fatigué et cetera. Donc effectivement, Mmh. je soutiens ton approche. J'ai un peu la même vision de d'abord ramener des bons aliments nutritifs de qualité et pas forcément d'enlever, en tout cas de remplacer par de la meilleure qualité. Complètement. Alors, je préciserai juste, parce que j'ai parlé du gluten, Mmh. mais le gluten a quand même un lien assez spécial avec, la thyroïde et c'est aussi une des raisons pour lesquelles lorsque les
personnes arrêtent le gluten et qu'elles vivent avec des problèmes de thyroïde, elles se sentent mieux. Bon, même si en réalité, chaque terrain est différent et toi qui es spécialisé dans l'axe intestin-cerveau, tu pourrais dire la même chose au final Oui. que ce que je vais dire. Mais dans le cadre de la thyroïde, et dans le cadre du gluten, c'est important de garder en tête et à garder à l'esprit que dans le gluten, on a, une protéine qui s'appelle la gliadine, qui va déjà, augmenter en fait, l'hyperperméabilité intestinale. Donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est le fait d'avoir un intestin qui est poreux et qui laisse passer des fragments, indésirables dans la circulation sanguine, qui peut entraîner de l'inflammation sur la thyroïde ou autre, donc entretenir une inflammation chronique. Mais surtout, la gliadine en fait, elle a, une structure moléculaire qui est similaire à celle des cellules de la thyroïde. Et donc pour les personnes qui ont un terrain auto-immun et qui ont ce qu'on appelle un mimétisme moléculaire, donc c'est lorsque le corps a des difficultés en fait à faire la différence entre, les structures moléculaires, bah, par exemple de la gliadine et de la thyroïde, eh bien on va se retrouver à avoir un système qui va attaquer la thyroïde en en pensant attaquer en fait la gliadine. Et donc ça c'est quand même important à préciser parce que même si on y va à son rythme, il faut quand même le faire en conscience, avoir toutes les informations Mmh. dans les choix qu'on entreprend pour soi et pour sa santé. Mmh. Oui, merci pour cette précision par rapport au gluten parce que c'est, voilà, quand il y a pas urgence, je dirais, et qu'on peut se permettre d'y aller, vraiment tranquillement, et en tout cas de remplacer les aliments par de la meilleure qualité, on fait cette approche. Mais il y a des cas de figure où, bah, si on veut vraiment avancer, avoir des résultats, se sentir mieux, voilà, il y a des cas de figure et ça dépend pas de la pathologie en elle-même, ça dépend pas du déséquilibre, mais ça dépend, du terrain aussi de la personne, tu l'as précisé, Complètement. du type de gluten, par exemple, que la personne mangeait et cetera. Mais tu fais bien de le préciser que dans ce cas de figure-là, d'une maladie auto-immune de la thyroïde, il faut vraiment faire attention au gluten et en général, il vaut mieux l'enlever, on a des meilleurs résultats. Mais bon, on s'adapte à la Mmh. personne. Et en même temps, c'est bien de l'enlever, mais si on vient pas réparer son intestin en parallèle, c'est toujours le même, sujet. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, enfin quand je fais des consultations, il y a des personnes qui me disent: «J'ai arrêté le gluten, mais je ne me sens pas mieux». Mmh. Oui, mais en même temps, c'est arrêter le gluten, c'est qu'une étape et en fait, c'est pas le gluten le problème, c'est l'état des intestins et l'état du terrain. Donc comment on Mmh. vient ramener un équilibre pour pouvoir après réintégrer, non pas cet aliment tout le temps. Moi du gluten, j'en remange aujourd'hui, j'en remange pas tous les jours, mais par contre, quand je suis avec des amis, même si généralement, en fait, ils ont déjà l'habitude, donc tout est prêt sans gluten, mais il y a des moments, goûter un petit bout, je suis pas, dans l'extrême à me dire: «Non, mon Dieu, il y a du gluten», non, pas du tout. J'ai pas cette approche-là de la vie en tout cas, où je pense que la vie elle est aussi faite pour, vivre et vivre en communauté et vivre, aussi, sa santé comme on l'entend. Mmh. Oui et c'est très important, donc merci de le préciser, et que chacun finalement doit trouver sa tolérance à lui. C'est-à-dire que toi aujourd'hui tu te sens bien, tu as trouvé ton équilibre et dans ton équilibre, tu peux te permettre de manger, du gluten un petit peu quand tu sors, voilà, tu as pas besoin de spécialement faire attention. En tout cas, tu peux en manger un petit peu. Il y a d'autres personnes qui vont surréagir à la moindre miette de gluten et dans ce cas-là, elles ont pas le choix. D'autres qui vont pouvoir en manger un petit peu plus dans leur quotidien. Par exemple, une tranche de pain pur petit épeautre au levain de qualité le matin et pas le reste de la journée et ça passe très bien et voilà, ça chacun va trouver sa dose en fait, son seuil de tolérance. Mmh, complètement. Et puis regardez, alors je vais dire un truc un peu bizarre, mais on est là pour parler de digestion, mais si vous vous posez la question de si vous digérez un aliment ou pas, beh, regardez, si vous trouvez des fragments alimentaires dans vos selles et puis vous aurez la réponse. Mmh. Et ça, c'est, important aussi de regarder un peu ces observables parce que des fois, il y a des gens qui me des personnes en consultation qui me disent, «Bah, c'est vrai que je suis un peu gonflée, j'ai ci, j'ai ça, mais j'en sais trop rien». Bah, il y a des choses, très simples qu'on peut faire et des fois, il y a des personnes qui peuvent pas manger d'œufs et puis au bout d'un moment, elles peuvent reprendre les œufs à nouveau et en plus, les œufs, c'est un aliment qui est, très intéressant pour la santé. Mmh. Oui. Exactement et tout à l'heure, tu parlais donc dans la fabri je reviens un petit peu en arrière, mais tu parlais de la fabrication, la synthèse des hormones thyroïdiennes, et en tout cas que les éléments qui étaient très importants, c'était l'iode et la tyrosine, qu'on trouve dans les protéines. Donc tu précisais que, il fallait manger des protéines. Donc comment on fait quand on est végétarien, par exemple? Est-ce qu'on peut trouver la tyrosine ailleurs? Est-ce que ça pose problème ou pour les végétariens, végétaliens aussi? C'est une très bonne question. Mon avis, il est assez simple, hein, c'est que
pour moi, il faut au moins, il faut réintégrer, en fait, des protéines animales. Dans la santé hormonale féminine, c'est important et il y a une option, hein, c'est il y a une option, ce serait d'avoir les bonnes combinaisons entre des céréales, des protéines, végétales. Donc par exemple et on le voit, hein, ancestralement parlant, en Inde, on va plutôt intégrer le riz avec des lentilles. Au Pérou ou du moins en Amérique latine, ce sera plutôt du quinoa avec des haricots rouges. Et donc ça, c'est pas par hasard que ça a été fait, c'est on va pouvoir retrouver entre guillemets «tous les acides aminés» qu'on peut trouver dans, protéine animale, même si en réalité c'est quand même ah, mieux de c'est quand même mieux en fait de suivre une alimentation avec des protéines animales et notamment parce que déjà rien que de commencer son petit déjeuner avec des protéines animales, faites le test si vous avez un déséquilibre hormonal, vous allez voir le changement sur votre énergie et le Mmh. changement sur l'impact du fonctionnement de vos hormones. Mmh mh. Je dirais quand même, de reprendre et c'est drôle parce que dernièrement, dans le cadre d'un événement que j'ai organisé, je l'ai organisé avec une de mes amies qui est professeure de yoga, qui était, végétarienne et à même un moment végane et donc elle avait des troubles digestifs et donc je l'ai accompagnée et c'est vrai qu'au tout début, c'était compliqué. Je me disais: «Waouh, comment est-ce qu'on va faire?» C'est compliqué et en fait, au final, on s'est retrouvés ensemble, finalement à manger des protéines animales et on rigolait en se disant: «Tu te rends compte, 2 ans auparavant, jamais tu aurais été capable de faire ça» et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait moins de troubles digestifs, qu'elle allait beaucoup mieux. En plus, elle fait beaucoup de sport, donc elle avait besoin d'avoir une activité, physique avec couvrait en fait, ses apports, protéines pour permettre au corps de fonctionner et d'avoir aussi toute cette récupération. Mmh. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses croyances. Moi, je force personne à faire quoi que ce soit. Chacun est responsable de sa santé et de ce qu'il met dans son corps. Et puis ça peut prendre aussi, ça peut être petit à petit. Si on veut pas intégrer en fait des protéines animales, au moins qu'on intègre en fait, des protéines en poudre, qu'on calcule en fait les apports dont on a besoin. Et je l'ai pas précisé aussi, mais tout à l'heure j'ai parlé de l'iode et de la tyrosine, mais il y a un autre élément important qui intervient dans la construction des hormones thyroïdiennes et ce sont les cofacteurs. Et donc les Mmh. cofacteurs, ouais, ce sont des micronutriments du type sélénium, zinc, qui vont, venir, heu, finaliser en fait, la construction de ces hormones-là et si on n'a pas ces cofacteurs-là, la construction et la conversion des hormones, elle ne peut pas se faire correctement. C'est pour cela que je dis souvent: «Intégrer des noix du Brésil qui sont riches en sélénium», car c'est un cofacteur qui va permettre cette conversion de la TK 33. C'est pour cela que, c'est important d'intégrer le zinc aussi à son alimentation, d'intégrer le fer aussi à son alimentation, d'intégrer aussi des vitamines B12, et tous ces éléments-là, on les trouve dans les protéines animales. Mmh. Oui, c'est pour ça que c'est un choix, voilà, chacun, comme tu disais, chacun est libre de ses choix. Il faut forcer personne. Je pense qu'on peut intégrer des produits animaux, même des œufs en fait, des petits poissons gras, si on peut, des choses qui, sont tolérables en fonction de nos convictions, de notre appétence. Voilà, il y a des personnes qui sont complètement dégoûtées par la viande. Elles s'imaginent pas en manger, donc on peut trouver quand même, j'imagine dans toute la sphère des protéines animales quand même des protéines qui sont acceptables et après aussi, moi, je suis un peu de ton avis aussi parce que pareil, pour les problèmes digestifs, au début, c'est très compliqué de trouver suffisamment de protéines pour régénérer la paroi intestinale, pour sécréter correctement les enzymes, pour tout ce qui est hormones, neurotransmetteurs, et cetera. Quand on est végétarien totalement et que, bah, on tolère pas les œufs parce qu'on a une dysbiose avec H2S, donc avec, production de sulfure, d'hydrogène et donc on digère pas les œufs et en même temps, on peut pas tolérer les protéines végétales parce qu'on a une dysbiose de fermentation, on ballonne énormément, donc on peut pas manger de légumineuses, on peut pas manger de pois chiches et cetera. Mmh. Ça, c'est très fréquent et on se retrouve avec, pratiquement pas de protéines dans son alimentation et en fait, on est dans un cercle vicieux, on n'arrive pas à en sortir et pour ça, on peut voir, peut-être ça peut aider aussi, sans forcer personne évidemment, mais on peut voir, les protéines animales comme, un super complément alimentaire finalement, comme quelque chose qui va
vraiment aider le corps à retrouver l'équilibre comme quelque chose peut presque de thérapeutique et on en parlait tout à l'heure, la qualité, elle est vraiment indispensable donc faire moins mais mieux, des choix, conscients où les animaux ont été bien traités, on sait exactement comment ils ont été traités, nourris et cetera et je trouve que ça fait la différence aussi, hem, bah, émotionnellement parlant, quand on mange ces protéines-là, on se dit pas: «Mon Dieu, c'est un animal qui a souffert, le martyr, qui était malade», et cetera. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi dans les choix qu'on fait. Mmh. Oui et puis, je l'ai pas précisé, hein, mais moi j'ai été végétarienne avant, hein. Mmh. Donc, avant de devenir, praticienne de santé et avant de déclencher Hashimoto, alors j'étais pas, végétarienne, pure et dure, mais en tout cas, je mangeais, pratiquement pas de viande, animale. Mmh. Par contre, je consommais quand même des œufs, des produits laitiers et des protéines, végétales et du poisson quand même. Donc bon, j'avais quand même une alimentation, en réalité, parce que c'est vrai que certains végétariens pourront se dire: «Bah, en fait, tu mangeais de la viande», mais je consommais pas de poulet, de choses comme ça. Et au final, quand je les ai réintégrés, ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui, comme tu l'as dit, nous, on vous explique les choses, de par nos métiers et après chacun fait ce qu'il veut et puis, il y a pas Mmh. d'obligation et les convictions aussi, il y a beaucoup de personnes qui suivent des régimes, véganes parce qu'elles ont des convictions, environnementales et c'est une très noble cause de le faire, pour la planète. Moi, en tant que praticienne de santé, j'intègre cette partie-là, mais c'est vrai que ma santé passe avant quand même. Après, on pourrait rentrer dans des débats, philosophiques et sociétaux, mais c'est important de se poser toutes ces questions-là aussi. Mmh. Oui, effectivement, ça rentre en ligne de compte et Mmh. s'écouter aussi quand on fait des changements alimentaires, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, réduire ou augmenter les protéines animales, s'écouter vraiment pour savoir comment on se sent finalement avec ces changements. Complètement. Mmh. Alors maintenant peut-être, on peut, aborder, un peu les problématiques parce que bon, les personnes qui vont nous écouter vont peut-être se dire: «OK, mais moi en fait, j'ai déjà vérifié ma thyroïde, mon médecin m'a dit que tout allait bien, dans mes analyses tout va bien et cetera». Bon, on sait que c'est pas si simple que ça. Mmh. Est-ce que, tu peux parler un petit peu de cette problématique qu'on rencontre, très, très, très souvent, pour pas dire systématiquement, de personnes, tu l'as dit au début, de personnes qui sont sous-diagnostiquées finalement. Pourquoi il y a cette méconnaissance et pourquoi on passe souvent à côté de déséquilibres, thyroïdiens? Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr, vraiment, pour tout vérifier et être sûr que ça fonctionne bien, ou pas? Alors, la raison pour laquelle il y a, des sous-diagnostics, on va dire, c'est parce qu'on comprend pas véritablement, la thyroïde. Et je pense que quand on se penche un peu sur le sujet, on arrive à se dire: «OK, d'accord, je comprends mieux, je comprends les éléments que je dois aller faire tester». Moi, je vais pas vous parler du médecin. Le médecin, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Je vous parle de nous en tant que personnes qui prenons soin de notre santé et qui nous informons par rapport au fonctionnement de la thyroïde. Donc, cette problématique, elle est aussi liée au fait que, lorsqu'on va, faire une analyse pour sa thyroïde, on fait tester que la TSH. La TSH qui est une hormone hypophysaire. Donc c'est une hormone qui est produite dans le cerveau par une glande endocrine qui s'appelle l'hypophyse. Ce n'est pas une hormone thyroïdienne. Par contre, cette TSH, elle va être importante, parce qu'elle va, communiquer avec la thyroïde pour lui indiquer le niveau d'hormones qu'elle doit produire pour qu'on se retrouve en état d'équilibre, en homéostasie. Que le corps il soit le problème, c'est que si on fait tester que la TSH et qu'on fait pas tester les hormones thyroïdiennes T3, T4, ben, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas véritablement le niveau des hormones, hem, qui sont produits dans le corps, même s'il y a quand même des spécificités et que c'est important d'avoir cette TSH. Et puis en dehors de cela, comme je le disais au tout début, 90 des cas d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie sont liés à des maladies auto-immunes. Donc quels sont les marqueurs qui vont être responsables, de nous montrer qu'on a de l'inflammation? Ce n'est pas la TSH, ça va être les antithyroperoxydases, les anti-TPO ou les antithyroglobulines, les anti-TG pour la thyroïdite, pour les thyroïdites. Pour, la maladie de base dos, ça va être, les TRAC ou, la TSI. Et malheureusement, en fait, ce sont des marqueurs qu'on va faire au tout début pour valider le diagnostic des maladies auto-immunes de la thyroïde, mais ce ne sont pas des marqueurs qu'on va continuer à faire pour voir comment évolue l'inflammation. Et donc aujourd'hui, le fonctionnement de la médecine allopathique, c'est de se dire:
OK, on a quelqu'un qui a des anti-TPO. Je vais prendre le cas de la thyroïdite d'Hashimoto, hein. On a quelqu'un qui a des anti-TPO qui sont positifs, elle a une thyroïdite d'Hashimoto. Aujourd'hui, on ne sait pas comment l'accompagner, donc on va attendre que, ces anti-TPO donc qui sont finalement une attaque sur la thyroïde qui va détruire la thyroïde petit à petit, hein. On va attendre que cette thyroïde, elle soit détruite pour lui donner un traitement à base d'hormones de substitution pour que, elle puisse avoir un équilibre hormonal. Alors qu'en prévention, en santé intégrative, l'approche, elle est complètement différente et on va plutôt être, dans, le: «OK, aujourd'hui, on est dans cet état-là. Comment est-ce qu'on fait pour réduire l'inflammation? Comment est-ce qu'on fait pour réduire l'auto-immunité?» Et de préserver déjà ce qu'on a déjà gagné pour pas le perdre encore plus. Et puis après, selon les croyances de chacun, et je vais pas m'aventurer sur le sujet, parce qu'en France, on est un peu, en retard là-dessus. Mais il y a des gens aux États-Unis, ils utilisent le sauna infrarouge et puis ils arrivent à régénérer certaines parties, certains tissus. Donc il y a des possibilités, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Mais une des raisons pour lesquelles c'est mal diagnostiqué, c'est sous-diagnostiqué, c'est parce qu'on va pas au bon endroit. En plus de cela, c'est important de garder en tête qu'on a les normes de laboratoire et les normes optimales de santé. Donc toi, Cécile, tu es, de par ta formation, tu es, très au point sur le sujet, mais il faut se dire que quand on va dans un laboratoire pour faire tester sa TSH, hein, et rien que sa TSH, même pas la T3 ou la T4, eh bien, les normes qu'on va avoir, elles sont faites sur un échantillon de 3000 personnes qui sont malades, qui viennent faire tester leur, TSH. Donc en fait, les normes, elles sont pas du tout optimales. Aujourd'hui, pour une TSH, on va se dire que, elle devrait être entre 1,5 et 2,5, on va dire, pour laisser la marge de manœuvre. Aujourd'hui, en France, on est à 4 et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles font tester leur TSH, elles disent: «Ma TSH, elle est dans les normes, mais je ne me sens toujours pas bien». Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas, le marqueur peut-être à faire, de 1, et peut-être que déjà les zones dans lesquelles elle se situe ne sont pas, bien, et optimales. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées sur le sujet, j'ai créé un mini-book gratuit qui s'appelle «Aller plus loin que la TSH» pour mieux comprendre toute cette cascade hormonale, parce que j'ai parlé de l'hypophyse, mais en réalité, ça commence un peu plus haut dans l'hypothalamus, qui est une glande, qui va produire, la TRH, qui est une hormone qui va, réguler ensuite la TSH, ensuite la T3 et la T4. Et en fait, dans tout le système hormonal, il faut bien comprendre que tout commence au niveau de l'hypothalamus et après on a toutes les cascades hormonales. Donc Mmh. voilà, allez voir, allez télécharger le e-book si ça vous intéresse, comme ça je donne plus d'informations sur le sujet. Super, ouais, je le mettrai dans les notes de l'épisode, donc génial. Super le e-book, qui tombe à point pour bien comprendre ce qui se passe. Exactement. Et comme tu disais, c'est le, en fait, c'est, l'hypothalamus, l'hypophyse qui vont commander finalement et pas que la thyroïde, hein, mais c'est les chefs d'orchestre un peu de ce qui se passe, dans le corps au niveau hormonal et Mmh. en fait, aujourd'hui, comme tu le disais, je pense qu'on cherche pas au bon endroit. Le problème est là et on teste à côté et donc forcément, on voit pas exactement ce qui se passe Complètement. et Mmh. aussi, peut-être ce qui est important de préciser et ça vaut pour, n'importe quelle, analyse, je dirais, c'est que, hem pour moi, je suis pas médecin, donc je m'occupe pas des analyses médicales. Mais pour moi, dans les analyses fonctionnelles en tout cas, une analyse, quand elle est faite et qu'elle est dans les normes, ça ne veut pas dire que, tout va bien, dans le sens il faut pas non plus ignorer les symptômes. C'est souvent en fait, tout le temps, on fait en fonction des ressentis de la personne et en fonction de ce qui se passe sur le papier. Mais on va toujours corréler les 2, donc on peut pas dire, pour moi, c'est un peu une aberration de dire à la personne: «Bah non, regardez sur le papier, ça va bien, donc en fait, c'est dans votre tête» ou, il y a rien. Les symptômes de la personne sont vrais aussi, sont valables et donc il faut toujours, c'est pareil, c'est intégratif, c'est global. Il faut prendre tous ces éléments, en compte. Complètement. Et Mmh. c'est un travail incroyable que font les médecins qui ont l'approche fonctionnelle et les médecins intégratifs. Oui. Donc tous les médecins ne fonctionnent pas de la même manière et cette approche-là, justement, elle permet vraiment d'aller à la cause profonde, Mmh. des problématiques. Et en plus de ça, ce sont des médecins, donc en fait, ils vont, vous adapter votre traitement. Et en fait, chaque personne avec sa santé, hein, problématique de santé ou pas, digestion, peu importe, faites-vous suivre par un médecin fonctionnel Mmh. et puis en parallèle par un praticien de santé. Oui, oui, exactement. En fait, ce qui compte, peu importe l'étiquette finalement, mais comme tu le dis, les médecins, ben, sont médecins, donc ils ont l'approche, aussi, ils peuvent donner les traitements quand il y a besoin. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est des personnes, les professionnels de manière globale qui vont chercher la cause du problème. C'est ça qui est efficace, je Oui. pense, hein.
OK, super. Bah, merci en tout cas pour cette explication de la problématique de la TSH, T4, T3 et cetera. Et alors, tu as parlé tout à l'heure un petit peu quand même des aliments, mais aujourd'hui, si une personne sait qu'elle a un déséquilibre, de la thyroïde, que ce soit une thyroïdite, que ce soit auto-immun, que ce soit, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, bref, il y a un déséquilibre. Je sais qu'il y a plein de sous-catégories. Est-ce qu'il y a des aliments vraiment que on a déjà cité plusieurs, hein, mais est-ce qu'il y a des aliments vraiment que tu pourrais rappeler ou évoquer de nouveau, qui seraient, des vraiment des aliments, indispensables pour, la bonne santé de la thyroïde ou des aliments, un peu auxquels il faut faire attention et éviter? Alors, à éviter, je vais commencer par le négatif, le soja. OK. Le soja complètement à éviter, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, auto-immunité. Pourquoi? Parce que dans le soja, on a un composé qui s'appelle, les isoflavones, qui vont avoir des interactions avec, les traitements, médicamenteux. Donc Mmh. autant pour le néomercazole que pour, le lévothyrox ou la L-thyroxine pour, les personnes qui sont sous traitement. Mais aussi, le soja, peut aussi venir déséquilibrer en l'axe des hormones, sexuelles féminines et donc étant donné que tout est connecté, eh bien, cela peut, amener un déséquilibre de la thyroïde et surtout, le soja peut bloquer l'action de la TPO qui est une enzyme qui va permettre de construire, en fait, les hormones thyroïdiennes. Donc le soja à éviter, ne vous inquiétez pas, tant que vous n'en mangez pas tous les jours, on est OK, on n'est pas là pour se faire du mal. La seule chose, c'est de se dire: «Je fais les choses en conscience». Si je me prends un peu de sauce soja, dans la sauce soja, il y a du gluten, hein, au restaurant japonais, bon, c'est pas très grave et si je veux vraiment être plutôt dans une alimentation où je change complètement, dans ce cas-là, on peut s'orienter pour l'aminose de coco, qui est D'accord. une bonne alternative. OK. Vraiment, s'il y a un aliment à éviter pour les problématiques de thyroïde, c'est le soja. Un aliment à intégrer, alors, c'est difficile comme question parce que je pourrais en donner plein. Oui. Mais en toute honnêteté, je vais vous répondre très simplement. Intégrer des protéines animales et ça, problème de thyroïde ou non, mais en fait, ça va permettre déjà de soutenir la santé intestinale. Ça va permettre, de favoriser la construction des hormones thyroïdiennes, de soutenir, la production des hormones, sexuelles féminines également. Donc en fait, voilà, intégrer des protéines animales, intégrer, si vous êtes pas trop protéines animales, il y a des choses, géniales qui existent aujourd'hui avec, des poudres à base, d'ABA, on peut les intégrer à son alimentation. Moi, je suis pas du tout fan d'ABA, donc en fait, c'est la technique que j'utilise et je bois ça dans le matin dans ma boisson du matin, matcha, cacao, peu importe. Je rajoute des fois, aussi mes petits adaptogènes que j'adore et puis, c'est très bien et en fait, comme je le disais au début, hein, la naturopathie, c'est une question de triche. Donc, c'est simple en fait. Il y a pas besoin de faire compliqué, on peut faire très simple. OK, super. Oui, effectivement, il y a plein d'aliments qu'on peut intégrer et ça va dépendre des déséquilibres autres de la personne, ce qu'elle peut tolérer ou pas, donc super réponse. Mmh. Ça marche pour tout le monde. OK, donc là, on sait un petit peu ce qu'on peut mettre ou pas, dans notre assiette. Maintenant, tu nous as dit au début que toi, tu avais quand même des spécificités qu'on retrouve pas forcément, chez tout le monde, chez tous les praticiens. Tu as une façon d'aborder les choses et des formations qui sont un peu spécifiques. Tu t'es formé notamment, en endobiogénie, donc tu vas nous expliquer ce que c'est et aussi dans l'approche transgénérationnelle. Et donc qu'est-ce que peut-être quelle est la façon dont toi tu abordes spécifiquement les choses? Peut-être qu'on n'a pas encore du tout abordé dans cet épisode. Quelle est ta touche personnelle à toi avec ces, spécificités-là, ces formations, particulières, je dirais, dans la façon dont tu abordes les troubles thyroïdiens, les déséquilibres, digestifs, du système nerveux et cetera? Quelle est ta touche personnelle? Mmh. Alors, oui, je me suis formée avec des spécialisations différentes, justement parce que je voulais aller creuser un peu, un peu dans différents endroits et voir comment on pouvait mélanger tout ça parce que j'ai pas la conviction qu'il y ait qu'une approche qui soit, Mmh. mieux qu'une autre. Par exemple, l'ayurveda, ce sera peut-être plus recommandé pour, notamment les végétariens, alors que la naturopathie sera peut-être plus recommandée et encore ça dépend de quelle naturopathie pour, d'autres personnes. Mais c'est vrai que dans mon approche, pour moi, le plus important, c'est vraiment de garder à l'esprit, problématique thyroïdienne ou non, que les 2 éléments, les 2 piliers de la santé, c'est la régulation du système nerveux
en passant via le corps, via la respiration, via la parole aussi, et le soutien de la santé intestinale, en passant par l'alimentation, par le soutien de ses intestins au quotidien, mais aussi, de son environnement, de ses relations, de la gestion de son stress. Et donc je me suis formée à l'endobiogénie. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, ce qu'était le système nerveux autonome, et donc l'endobiogénie, c'est une médecine préventive de terrain. C'est une médecine qui a été développée, donc moi je suis formée en santé intégrative, mais là c'est une médecine intégrative, qui a été développée par des médecins, qui part du principe où tout déséquilibre dans le corps nous vient d'un déséquilibre, d'une dérégulation du système nerveux autonome. Quand on a une dérégulation du système nerveux autonome, on se retrouve à avoir une inflammation, un terrain qui se déséquilibre et donc le développement de pathologies. Et donc en venant réguler ce système, à la base avec le système nerveux, et bien, on arrive à réguler, tout le reste de l'organisme. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais on a, aussi quand on dérègle son système nerveux, il y a un impact au niveau endocrinien, et donc tout cela aussi, ça vient encore une fois déséquilibrer le terrain. Donc on va vraiment à la cause profonde des choses en travaillant sur cette, santé intestinale, sur cette, régulation, pardon, du système nerveux. En passant par l'alimentation aussi. Donc on a le régime, d'épargne pancréatique, qui est une alimentation qui va venir, soutenir en fait le pancréas. Pancréas qui est, très en lien avec, le nerf vague, avec, le système, nerveux, le parasympathique aussi. Donc vous voyez, tout est un peu lié. Mais aussi en incluant de la respiration, des exercices psychocorporels. Moi, ce que j'inclus souvent dans mes programmes, ou alors dans mes e-books, dans mon approche de la santé, c'est, autant de soutenir son alimentation que, d'inclure, donc pour la régulation du système nerveux, des exercices de libération émotionnelle, donc notamment la TRE et Nadi Shodhana, donc qui a un exercice qui va permettre de venir réguler en fait, le système nerveux, donc c'est la respiration alternée en français, mais moi j'aime bien toujours dire, les noms en sanskrit pour, rendre à César ce qui est à César. Et puis, voilà, on a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ensuite, je suis formée à la naturopathie, et donc l'essence même de la naturopathie, c'est, le causalisme. Le causalisme, c'est la recherche des causes profondes. Donc, on a la cause de la maladie qui est un déséquilibre des humeurs, donc des liquides, du sang, de la bile, et cetera. Donc là, c'est dans ce sens-là où on va venir travailler sur les carences nutritionnelles pour venir rééquilibrer tout ce terrain-là. La cause de la maladie qui est d'ordre psychosomatique. Donc comment est-ce que, je me retrouve à déclencher une maladie auto-immune de la thyroïde quand, toute ma vie je n'ai pas, assez communiqué, je n'ai pas assez exprimé ma voix, et donc, voilà, il y a des choses à travailler au niveau psychosomatique, mais aussi la cause de la cause de la cause de la maladie, qui est vraiment cette quête humaine, cette quête de notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et toute cette approche-là, ça m'est déjà arrivé de donner, par exemple, des tests de personnalité ou des tests, ou de dire à des gens: «Bah, allez voir quelqu'un pour vous aider à vous réorienter». Parce qu'en fait, là, ça fonctionne pas, en fait, et donc comment est-ce qu'on fait sur 6 mois? Parce que mes accompagnements, ils font 6 mois. J'accompagne pas beaucoup de personnes. Je fais 5 accompagnements à peu près par mois parce que je veux vraiment accompagner de manière qualitative. Mais par contre, je me donne à fond et pendant 6 mois et on arrive à retrouver l'équilibre. Et puis pour finir, le causalisme, il est très en lien aussi avec la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est l'étude de son arbre généalogique pour comprendre les transmissions qu'on hérite de ses grands-parents, de ses ancêtres. Donc ça peut autant être, la chose, la plus simple, du type, comment est-ce que, donc moi je vais vous donner un exemple, je coupe ou je prépare mon riz, parce que je l'ai appris de mes ancêtres. Heu, Autant que, génétiquement, qu'est-ce que je reçois de mes ancêtres? Et ça, il y a des études scientifiques, hein, qui ont prouvé que les traumatismes pouvaient être transmis de génération en génération. Donc comment est-ce que je viens me replacer au centre de mon histoire en refaisant mon arbre, en comprenant les contextes dans lesquels ont grandi mes ancêtres, dans lesquels ils ont pu transmettre, ces, traumatismes-là, ou ces croyances, limitantes ou autres aux générations descendantes pour, venir, arrêter, ces choses-là, et ce qui s'arrête à moi, s'arrête à moi. Et donc Mmh. voilà, c'est vraiment une approche globale de, je me remets au centre de ma vie, je me remets au centre de mon corps, je régule mon système nerveux, je soutiens ma santé intestinale et je vis surtout parce que la vie, elle est aussi faite pour ça. Super, hyper riche comme approche et vraiment j'ai l'impression que voilà, tu as toutes les ficelles que tu peux tirer au bon moment quand il y en a besoin. Tu as vraiment, cette approche très complète.
Merci vraiment pour, le partage, de tout ça et bon, on est bavarde, je vois que le temps tourne, on va peut-être, terminer l'épisode. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas, ajouté ou quelque chose que tu veux partager en plus? Bah, je voulais déjà te remercier et remercier les personnes, qui nous ont écoutés, jusqu'à la fin. Et surtout vous rappeler que j'aime bien le dire, la santé est notre plus grande richesse. Donc faisons en sorte d'en prendre soin et faisons en sorte d'en prendre soin au rythme qu'on souhaite le faire. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, mais lorsqu'on arrive à prendre soin de sa santé, on arrive à retrouver un équilibre, on arrive à se replacer au centre et généralement, on se sent beaucoup mieux dans son corps, dans son esprit, mais aussi, avec son âme. Merci pour ce mot de la fin et pour les personnes qui voudraient, en connaître, plus sur, tes accompagnements, tes programmes, tous tes projets hyper passionnants, te contacter peut-être, où est-ce qu'elles peuvent le faire? C'est quoi ton canal, privilégié? Alors, vous pouvez me contacter, sur Instagram. Donc mon compte Instagram, c'est anaïs.damour ou via mon site internet anaïsdamour.com. Vous pouvez retrouver des e-books. J'organise aussi tous les mois des rendez-vous thyroïde, des RDV thyroïde. Donc c'est des groupes, un peu qui sont en petit comité sur des thématiques où, je vais, autant, apporter une approche théorique que, 30 minutes de pratique pour, réguler le système nerveux ou autre et transmettre des outils. Au lieu vu que je fais pas beaucoup de consultations, je me dis que c'est une manière aussi, très simple de partager. J'ai également, créé un podcast qui s'appelle, La Minute Thyroïde où je parle de la thyroïde avec plusieurs praticiens de santé. Donc et puis Cécile, interviendra, également, prochainement, enfin l'année prochaine. Donc voilà, vous pouvez me retrouver, via tous ces canaux-là. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour toutes ces, infos que tu nous as partagées et je vous souhaite, à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup.